Alors, au-delà des cirques, la question de la captivité et de l'usage des animaux dans le spectacle se pose aussi avec les delphinariums. Pour en savoir plus, l'inévitable Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés, qui a été créée en 2014. Cétacés, je le rappelle, a pour mission de lutter contre la captivité des cétacés en France et en Europe, mais au-delà de dénoncer les massacres de cétacés dans le monde, Cétacés travaille avec les élus et informe le grand public, notamment à travers des campagnes d'affichage et des conférences. C'est à vous, Christine. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe dans un bassin, je voudrais vous dire quelques mots des cétacés, justement, en particulier des orques et des dauphins, les orques étant les plus grands des dauphins, donc on parle bien de la même espèce. Donc à l'heure actuelle, il est évident que la communauté scientifique a reconnu que ces animaux étaient des êtres particulièrement intelligents et très conscients d'eux-mêmes. On a plusieurs exemples qui le prouvent. Donc on sait qu'ils passent très bien le test du miroir, on l'a observé. On sait qu'ils se transmettent des cultures de chasse, qui se transmettent des noms. Ils ont des signatures sifflées avec un nom, un prénom. Ils vivent en famille. Les dauphins, par exemple, nouent des amitiés à vie avec un compagnon. Les orques ne quittent jamais leur pod. Les mâles vont se reproduire mais reviennent toujours vers la matriarche. Enfin, on a connaissance de leur culture à l'heure actuelle. On sait qu'ils ont des techniques de chasse qui se transmettent, des dialectes. Donc mettre des cétacés comme ça dans un bassin de façon aléatoire, ça ne leur permet évidemment pas de communiquer. On sait qu'ils ont un cerveau proportionnellement, puisqu'on parle beaucoup de la taille du cerveau, aussi gros que le nôtre par rapport à notre poids-taille, et que les orques, même particulièrement, ont un lobe de plus et particulièrement développé, d'après le docteur Laurie Marino, qui est une femme, une scientifique, qui a observé qu'ils ont un lobe tellement développé qui serait le lobe du lien social, qui gère les émotions, donc l'empathie, la compassion, la solidarité, enfin tout ce qu'on peut trouver, ce qui peut expliquer quand on voit des échouages massifs ou des massacres de masse, qu'il y ait tant d'individus qui se laissent prendre ou échouer, parce qu'aucun des individus en difficulté ne veut abandonner le compagnon en train de se faire massacrer ou en train de s'échouer. Donc ça explique beaucoup de choses. Alors, ils pratiquent l'entraide. On a l'exemple d'une orque que les scientifiques connaissent aussi, qui est née handicapée avec un dos tout bosselé, qui ne peut pas plonger, et pour laquelle les autres orques pratiquent l'entraide. Ils lui apportent en surface, ils font monter les poissons en surface, puisque comme elle ne peut pas plonger, ça lui permet de manger les poissons. Et ça, depuis des années. Ils savent faire cette entraide. Alors, on a filmé des petites scènes au Marineland, des petites scènes d'intubation, des petites scènes de Planète Sauvage et Astérix, 1 minute simplement. On vous laisse regarder les bassins, la séparation. Enfin, on vous laisse juger par vous-même des mouvements de stéréotypie d'un dauphin. Ça, c'est à Planète Sauvage, celui-là. Voilà, la vie trépidante d'un dauphin. Ça, c'est FMQ au parc Astérix. Ça, c'est les orques à qui on donne à manger. On verra mieux, mais il y a les orques qui n'ont plus de dents, qui ont les dents rongées. On le verra mieux sur d'autres vidéos. Et ça, c'est un stéréotypie. Il recrache son poisson. Il le recrache comme ça pendant des temps et des temps. Ça a été pris au Marineland. Et ça, c'est les ailerons qu'on voit recourbés. On en voit des mieux, d'ailleurs. Voilà, la vidéo. Donc, je reprends. Alors, dans la nature, les orques et les dauphins pleurent leur mort. Et c'est quelque chose qui a été observé. Ce qui est totalement impossible en bassin pour une raison évidente, c'est une raison d'hygiène. On ne peut pas, quand un dauphin meurt, un jeune, un bébé, on ne peut pas le laisser dans l'eau du bassin parce que ça induirait des germes pathologiques. Ça pourrait, avec la décomposition, ça serait problématique.
Donc, par exemple, on a le cas de Femke au parc Astérix, qui est d'ailleurs très, très bien soigné, il n'y a rien à dire là-dessus, moi je critique pas du tout les soins, mais qui a perdu un bébé mort-né et qu'on a été obligé de lui enlever. Donc les soigneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné un petit morceau de bois, un petit morceau d'hélice en bois, qu'elle trimballe quand on lui donne, comme un doudou, sous son aileron, et elle fait le tour du bassin avec son petit doudou. Donc c'est une façon pour elle, je pense, peut-être de faire le deuil, on ne sait pas. Par contre, dans la nature, on a observé au mois d'août une orque qui s'appelait Takela, qui a perdu son bébé mort-né et qui a ému le monde entier parce qu'elle l'a porté sur le dos, à la surface, pendant 17 jours et sur 1600 km. Et elle a été aidée par cela par ses compagnes qui lui portaient de temps en temps le bébé le temps qu'elle se nourrisse. Donc on a ces exemples-là, évidemment, ce comportement n'est absolument pas possible en bassin, pour la raison que je vous ai expliquée. Ils ont conscience de la noyade. Et on a souvent vu quand même des exemples de dauphins qui portaient à la surface un phoque, un chien ou un humain pour l'aider à ne pas se noyer. Ils savent, ils ont cette conscience-là. Ils sculptent des bulles. Ils utilisent des outils. On a vu des dauphins avec des éponges au bout du rostre pour fouiller le sable pour éviter de se blesser. Ou alors on ne sait pas si ça sert aussi pour la séduction des femelles. Encore à découvrir. Ils surfent sur les vagues. Et ils ont des dialectes différents et des signatures sifflées pour chaque individu. Chaque animal a son nom, son prénom, enfin se reconnaît et peut se présenter. Donc on pourrait presque parler de peuple de culture. Enfin, pour moi, c'est presque des cultures qui se transmettent. Alors dans la nature, ils parcourent des dizaines de kilomètres et les orques plus de 100 km par jour et ils plongent sur des dizaines de mètres sous l'eau. Sous dizaines de profondeur, et ils passent 80% de leur temps sous l'eau, à chasser, jouer, sociabiliser, communiquer, nouer des amitiés, se reproduire. Les enfermer dans des bassins stériles de béton dont les volumes sont inférieurs à 1% des volumes dont ils disposeraient à l'état naturel, avec des congénères qu'ils n'ont pas choisis, sans aucune échappatoire, est une maltraitance en soi. Dès lors, il est inconcevable de parler d'un quelconque bien-être pour ces animaux, mais plutôt de souffrance. Ils ne peuvent exercer aucun de leurs comportements naturels. Même si l'amour des soigneurs pour leurs dauphins est indéniable, ils sont amenés à les maltraiter pour les besoins des spectacles, et cela bien malgré eux. On leur fait faire des tours contre nature, comme pour les éléphants. Alors on fait propulser un soigneur sur le rostre du dauphin. On le fait tracter par l'aileron, on le fait se propulser en arrière, le dauphin, sur la nageoire caudale, ce qu'on n'a jamais vu dans la nature quand même. On le sépare le soir, on l'enferme dans des petits bassins quand le spectacle est terminé, on les sépare arbitrairement. Ils sont soumis à des bruits permanents, le bruit des pompes, qui est beaucoup moins fort qu'avant, parce qu'avant ça les tuait carrément, à une époque où c'était mal géré. Les bruits des cris des spectacles, les applaudissements, la pyrotechnie aussi, on fait des feux d'artifice au Marineland d'Antibes et pas qu'au Marineland. Donc la pyrotechnie, les spectacles de nuit, la musique qui est forte, bref, tout ça pour des animaux dont l'ouïe est excessivement sensible, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ils n'ont pas d'ombre, pas de zone spécialement abritée du soleil. On les oblige à s'échouer sur les bords du béton, ce qui est complètement antinaturel. On sait qu'il n'y a que 2 populations d'orques au monde qui le font de façon spontanée pour chasser. Mais encore, c'est la matriarche très expérimentée qui le fait parce que c'est excessivement dangereux, parce qu'ils peuvent ne pas retourner à la mer après une fois qu'ils sont échoués. Et on sait où ça se passe, aux îles du Crozet ou en Calédonie, en Basse-Calédonie, là dans la péninsule. Donc on les oblige à s'échouer pour des photos avec des VIP ou pour les besoins du spectacle. Et quoi qu'on en dise, on les affame un tout petit peu avant les spectacles pour être sûr d'avoir l'obéissance. Alors bien sûr, ils sont nourris à leur faim, ils ne sont pas maigres, il faut qu'ils puissent performer, mais quand même, on n'a jamais vu et on ne verra jamais, je demande à voir, un spectacle de dauphins sans saut de poisson au pied du soigneur. Je n'imagine même pas. Donc certainement, ils sont nourris bien assez puisqu'ils ne sont pas maigres, mais on les maintient toujours au seuil, surtout avant les spectacles. Alors, il existe des différences fondamentales entre les zoos et les delphinariums. Dans les zoos, on présente les animaux sans dressage, en essayant de reproduire au mieux leurs conditions au milieu naturel pour les bons zoos, qui ont les moyens, pas comme dans certains mouroirs que je ne citerai pas.
En ce qui concerne les cétacés, ils sont dans un milieu stérile et vide, et ils sont présentés à travers des numéros de cirque qui n'ont rien à voir avec leur comportement naturel. Il est évident qu'ils passent l'essentiel de leur temps à flotter en surface, tourner en rond et à quémander caresses ou nourriture. Alors qu'à l'état sauvage, ils passent 80% de leur temps sous l'eau, en captivité, ils passent 80% du temps en surface. Il est à noter que dans le merveilleux lagon du Marineland d'Antibes, les dauphins sont en plein soleil et dans une eau profonde d'1,20 m, alors que la taille d'un dauphin est entre 2 et 4 mètres. Vous imaginez 1,20 m pour un animal de cette taille. Et ils ont le droit de se faire, le grand privilège de se faire caresser et tripoter contre plus d'argent pour les gens qui veulent monnayer cette interaction avec les dauphins. Donc, c'est quand même pas terrible, à mon sens. Et contrairement aux autres espèces terrestres des eaux, les cétacés vivent, eux, dans un monde à 3 dimensions qu'on a tendance à oublier. Ils vivent en surface, en profondeur, et la dimension qui est la plus importante pour eux, c'est le son. Le son, pour eux, est essentiel. Ils communiquent et appréhendent ce qui les entoure grâce à leur sonar, leur système d'écholocation. Ils peuvent vous scanner, voir vos organes, voir une grossesse. Ils savent, avec leur clic, comme une échographie, ils voient tout. Mais dans un bassin en béton, aux parois de verre et de béton, les sons se répercutent, tellement que les dauphins sont amenés à mettre en veilleuse ce système de communication, car non seulement cela leur procure de la gêne, mais cela leur devient complètement inutile. On pourrait presque parler de forme d'autisme. Ils se murent dans le silence. Et s'il est vrai que dans certains eaux terrestres, les grands mammifères peuvent vivre plus longtemps que leurs congénères dans la nature, il n'en va pas de même pour les cétacés qui meurent prématurément en bassin, et cela malgré tous les soins quotidiens, les médicaments, l'absence de filets, de collisions avec les bateaux, de pollution, de prédateurs et une nourriture assurée chaque jour. Entre janvier 2015 et août 2017, 2 orques et 8 dauphins sont décédés à des âges très précoces dans les bassins métropolitains. Ça fait 10 individus sur un peu plus d'une trentaine. C'est un pourcentage qui est complètement intolérable. Et on s'est amusé. Depuis l'ouverture du premier delphinarium en France, il y a moins d'un demi-siècle, 12 orques et 52 dauphins sont décédés dans les bassins. Alors, on s'est amusé à calculer la moyenne d'âge des décès dans les parcs. Alors, au parc Astérix, on a trouvé une moyenne de 6 ans. Planète Sauvage, on a trouvé une moyenne de 8 ans et 4 mois. Alors, bien sûr, si un animal meurt à 40 ans, là, bientôt, ça va faire remonter la moyenne de l'âge du décès. On est bien d'accord. Mais c'est la moyenne qu'on a calculée là. 14 ans et 9 mois au Marineland et 12 ans et 2 mois pour les orques. Pour mémoire, Granny, une orque de Colombie-Britannique très connue des scientifiques, est morte à plus de 104 ans, entourée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alors, ces décès sont directement liés à la captivité et aux pathologies qui en résultent. On en a déjà parlé justement avec le docteur Monique Bourdin et Élise Huchard. Donc, il y a les maladies rénales qui sont fréquentes, causées par la difficulté d'hydrater un cétacé, même si on les hydrate avec de l'intubation ou des blocs de gélatine ou de glace. Des maladies dues au chlore, problèmes de poumons, d'yeux, de peau. Les maladies fongiques qui résultent des infections, donc on leur donne des antibiotiques comme nous, ça nous crée des champignons, des allergies des champignons. Et donc ça finit par leur ronger dans les vents parce que ça les étouffe au niveau de les vents, là où ils respirent, parce qu'ils sont envahis de champignons, des maladies fongiques. Et ils ont des baisses de défense immunitaire engendrées par le stress qui favorisent de nombreuses maladies opportunistes, on en a parlé tout à l'heure. Le stress qui favorise des bagarres et qui peuvent induire des décès. On a un bébé qui est mort aux Planètes Sauvages et un Astérix suite à des bagarres entre femelles. Il a reçu un mauvais coup, les deux ont reçu un mauvais coup. C'est des choses qui n'arrivent pas dans la nature, en tout cas du fait des femelles, parce que déjà elles ont un espace de fuite gigantesque, et en plus elles sont plutôt solidaires dans la nature. Elles font des crèches, elles s'entraident, elles sont des mamans solidaires. Alors on a aussi le problème d'ulcère dont on a parlé, l'usure des dents jusqu'à la pulpe chez les orques qui fait qu'on est obligé de leur nettoyer les dents avec un jet assez fort, ça doit faire quand même bien mal, parce que ça peut créer des infections très graves. En fait, parce que tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, les orques mâchonnent leurs barreaux et les bords de béton. Ils mâchonnent ça longtemps. L'aileron dorsal chez l'orque, complètement affaissé, ça c'est 100% dans les bassins et 1 à 2% dans la nature, ce qu'on a constaté. Des agressions envers les soigneurs
On a l'orque Tilikum du film Blackfish qui a tué 4 personnes. Il y a eu de nombreuses agressions répertoriées sur les soigneurs dans le monde entier, mais dont on parle peu. Alors que dans la nature, on connaît des milliers de gens qui nagent avec les orques, qui plongent avec les orques. Il y a eu 0 attaque répertoriée dans la nature. Donc l'orque n'est pas un animal agressif, c'est un animal qu'on rend psychotique quand on l'enferme, tout simplement. Donc et on a constaté... Oui, d'accord. On a constaté aussi des... J'ai pas un quart d'heure. Donc, on a constaté aussi de nombreux suicides. Et donc, on l'a dit, de nombreux pays ont déjà interdit ça. Et l'Inde a même décrété que les dauphins devaient être considérés comme des personnes non humaines. Voilà. Alors, est-ce que je dois m'arrêter là ou est-ce que les faire se reproduire de façon artificielle pour des raisons purement mercantiles et attractives, sans perspective de leur introduction dans la nature, les transférer, les échanger comme de vulgaires objets de collection ne peut que rajouter du stress et de la souffrance. Parce que c'est des animaux terriblement sociaux. Et donc les séparer de leurs compagnons de cellule, les transporter pendant de longues heures en camion et de les faire se retrouver avec des nouveaux individus qui ne communiquent pas comme eux peut être générateur de stress. Donc les 2 espèces présentées dans les bassins, les tursiops, donc les flippers, et les orques, les sauvé-willy, ne sont pas en danger d'extinction. Donc l'argument de la préservation n'est pas un bon argument, et l'argument pédagogique encore moins. On ne peut pas, on peut les observer tout au long des côtes françaises, les dauphins, et faire croire à un enfant qu'un dauphin qui saute ou fait un salto arrière contre un morceau de poisson mort ou parce qu'il a l'air de sourire est un dauphin heureux. Eh ben, c'est juste de la tromperie et du mensonge. Et je rappellerai juste qu'en 1928 en France et en 1958 en Belgique, les zoos humains existaient encore et on trouvait ça à peu près normal. Alors, nous, ce qu'on demande à l'heure actuelle, on avait obtenu un arrêté de Ségolène Royal avec d'autres ONG en 2017 qui interdisait la reproduction des cétacés, qui agrandissait considérablement les bassins, approfondissait, il n'y avait plus de chlore, plus de spectacles de nuit. On avait obtenu beaucoup de choses et cet arrêté, malheureusement, a été dénoncé par les parcs qui ont obtenu l'annulation de l'arrêté en janvier 2018. Et du coup, on revient à la législation de 1981, quand même. Donc nous, ce qu'on demande à l'heure actuelle, puisqu'on a constaté que le public était effectivement en train de déserter de plus en plus les parcs, on demande au ministre, avec l'appui des élus, de reprendre un arrêté contraignant, en tout cas qui interdise la reproduction, c'est nos propositions. On va évidemment pas demander aux parcs d'agrandir et d'approfondir, de faire des millions d'euros de travaux si dans 20 ans, il n'y a plus de dauphins, parce qu'il faut leur laisser le temps de s'adapter et il faut que les derniers dauphins puissent vivre leur vie quand même. Et on va demander surtout que tout ce qui est confort immédiat, ombre et confort pour tout ce qui est numéro anti-naturel soit interdit pour permettre aux dauphins d'avoir une moins mauvaise vie en attendant que tout ça s'arrête. Bravo, merci. Je suis désolé de... Christine, juste une chose, pour les orques qui flirtent avec la plage, là, vous avez parlé de Basse-Calédonie, c'est Californie. Ah oui, Californie, pas Calédonie. Voilà, c'est bien ça. Voilà, exactement.